Troisième partie de l'Africa Newsroom. Clément Yao, journaliste, directeur du magazine L'Afrique aujourd'hui. Tierno Hamidou Baldé, membre de la cellule de communication de l'UFDG. Mohamed Ly, président du think tank IPOD, Innovation politique et démocratique, nous accompagne depuis le début de cette émission. On passe tout de suite au grand angle. Trois Africains sur 4 n'ont pas accès à l'électricité. Dans certains pays comme le Tchad, la République démocratique du Congo ou encore le Malawi, moins de 10% de la population dispose de l'électricité. Une situation qui ralentit la vie quotidienne des Africains, mais aussi des pans entiers de l'économie. C'est notamment le cas à Djibouti où l'approvisionnement repose en grande partie sur les importations d'hydroélectricité en provenance d'Éthiopie. Les autorités planchent sur d'autres solutions alternatives avec en première ligne les énergies renouvelables. Reportage notre envoyé spécial à Djibouti, Wendiam Valentin Compaoré. Djibouti veut réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de l'Éthiopie. En effet, le pays importe plus de 70% de sa consommation locale en électricité de son voisin, ce qui a un coût sur la productivité des entreprises de ce pays d'Afrique de l'Est. Et pour y arriver, les autorités misent sur les énergies solaires. Vous savez que Djibouti est sur le rift du Valais. Donc nous avons des potentiels en géothermique qui avoisinent les 1000 MW. Nous avons des vents avoisinant les 8 à 12 mètres de vitesse qui peuvent faire tourner des puissants générateurs. Donc je crois que nous pouvons produire une énergie suffisante pour la République de Djibouti, mais aussi l'exporter les années à venir. Le pays a pourtant l'un des taux d'ensoleillement les plus élevés au monde, avec 300 jours dans l'année, et des initiatives privées sont nées pour encourager les autorités. Présente à cette rencontre sur les énergies renouvelables qui s'est tenue du 21 au 23 octobre à Djibouti, Solar 7 ambitionne de rendre disponibles des kits solaires à moindre coût aux populations. Jusqu'à présent, nous avons installé aux alentours de 2000 poteaux luminaires solaires ici à Djibouti, en centre-ville et en région. Nous avons aussi installé des kits solaires domestiques autonomes sur 500 maisons dans les quartiers les plus populaires de Djibouti. Les défis principaux sont vraiment l'expansion. Donc on veut vraiment aujourd'hui s'agrandir et le but ultime c'est de faire notre usine de panneaux solaires. Donc ça c'est dans les prochains mois et à terme avoir des produits 100% djiboutiens. On rappelle, le taux d'accès à l'électricité à Djibouti est de plus de 50%. L'objectif des autorités étant de consommer de l'énergie électrique 100% verte d'ici à 2025. Alors Djibouti, où la moitié de la population n'a pas accès à l'électricité. Alors le recours aux énergies renouvelables, c'est un véritable serpent de mer à Djibouti. Clément Yao, est-ce que vous sentez là le pays véritablement engagé à faire cette transition finalement vers les énergies renouvelables? Je pense que Djibouti n'a pas vraiment le choix. Il dépend qu'à 70% de l'énergie de son voisin. Je pense que c'est une très très bonne décision. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on parle d'énergie, c'est vrai que quand je me souviens de cette image du globe terrestre vu de là-haut, on voit bien que l'Afrique est le continent où on a le moins de lumière. C'est vrai que quand on voit le cas de Djibouti, je pense que cette énergie propre qui participe effectivement à l'économie positive, elle devrait s'y engager. C'est le cas d'ailleurs de la plupart des pays aujourd'hui qui sont très engagés dans l'énergie propre et l'économie positive. C'est vraiment la meilleure décision. Mohamed Ly? Oui, non, mais sur ce sujet-là, je veux dire, c'est un sujet qu'on retrouve dans la plupart des pays africains, parce qu'on a un déficit énergétique dans nos pays, parce qu'il y a eu un problème de planification de l'exploitation de l'énergie. Moi, ce qui me dérange quand on parle maintenant d'énergie en Afrique, on parle d'amener la lumière. La lumière, c'est une chose et ça arrange bien la vie domestique de plusieurs familles. Il y a une autre chose pour laquelle les industries sont repliées là-dessus et le PNB en dépend, c'est l'électrification réelle. Et aujourd'hui, cela veut dire que nous avons pour la plupart de l'énergie en diesel, en fioul lourd ou en gaz. Et c'est de l'énergie qui n'est pas propre. Et là, il y a un vrai sujet autour de la couche d'ozone, autour de la planète, qui est un sujet que tout le monde devrait en prendre en charge. Il y a, depuis la COP21, on a le Fonds commun vert qui doit financer l'exploitation des énergies. Après, il y a une autre chose, c'est-à-dire en Afrique,
la Guinée, qui est une catastrophe écologique, comme on dit, pourrait donner de l'énergie à toute l'Afrique aujourd'hui, surtout de l'énergie hydraulique. Mais nous avons un vrai problème structurel, parce que produire de l'énergie n'est pas la distribuer. Et ce que je retiens, au moins sur le Djibouti, un point sur lequel je m'arrête, c'est qu'ils ont une interconnexion quand même avec l'Éthiopie. C'est-à-dire un pays qui ne peut pas faire face à sa propre demande énergétique, qui n'est pas interconnecté à un pays qui vous donne, parce que l'énergie, c'est pas dans le seau d'eau que tu le prends d'un village de Fouta-Djallon pour aller en Casamance. L'énergie, ça passe par des fils. Et cette interconnexion manque en Afrique. Et je me réjouis de le voir en Djibouti, qui importe au moins de l'énergie en Éthiopie. Et maintenant, pour régler ce problème-là, il faut dire qu'ils ont quand même 70% sur les 110%, 65% de l'énergie hydroélectrique. Dans d'autres pays, c'est 15, c'est 12%, c'est très peu. Donc, il faut encourager tous les pays à aller et à trouver des systèmes et à revoir leur paradigme d'exploitation et d'utilisation. Des pays d'Afrique qui ont plus de 3000 heures et plus de 300 jours d'ensoleillement, ces gens-là peuvent utiliser au moins l'énergie photovoltaïque, au mieux l'énergie thermodynamique qui est excellente, et avec ces centrales-là, oublier les centrales de charbon pour lesquelles nous ne sommes pas bien, et revoir les partenariats publics-privés dans lesquels nous pouvons produire de l'énergie, revoir la distribution de l'énergie. Moi, je me demande pourquoi dans les pays africains, les petits producteurs, avec aujourd'hui les compteurs bidirectionnels, on ne pourrait pas faire comme ici en France. Vous pouvez avoir de l'électricité chez vous et quand le compteur tourne dans l'autre sens, vous le vendez à EDF ou autre. Et donc il y a tout cet écosystème autour de l'énergie en Afrique qu'il faudra revoir et aller vers un mixte qui fait que tout ce qui est fuel lourd, diesel et autres, qu'on le diminue dans notre production d'énergie. Oui, Thierno Hamidou Baldé, comment comprendre que les pays africains aient autant de mal à engager finalement ce pari vers les énergies renouvelables? Est-ce que c'est un problème de volonté politique ou alors c'est plus le manque de financement effectivement qui est réel? Bon, je pense qu'il y a plusieurs problèmes de financement, aussi de vision. Je pense que ce projet notamment vient au moment opportun, notamment sur le rapport sur le climat sorti le 8 août 2018, qui alerte quand même les décideurs publics, notamment les chefs d'État, sur les responsabilités par rapport au réchauffement climatique. Donc par rapport aux besoins et par rapport à la vision, je pense que c'est un bon projet. C'est toutefois, moi je me dis, est-ce que véritablement c'est un vrai projet viable? Parce que ces projets quand même, il peut coûter cher, l'énergie photovoltaïque, c'est un investissement un peu lourd. Est-ce que c'est un partenariat public-privé qui est transparent, qui n'est pas notamment soumis à des tentatives de corruption et autres? Deuxièmement, c'est est-ce que ce projet-là, véritablement, il y a la partie entretien? Parce que moi, par exemple, à Conakry, il y a eu beaucoup de projets qui ont installé des lampadaires, notamment photovoltaïques, mais après, il n'y a pas de structure pour venir notamment dépanner lorsque ça est en panne. Vous trouvez, il y a un qui est allumé, il y en a deux autres qui ne s'allument plus. Donc du coup, c'est un projet qui est mort-né. Et j'espère qu'au niveau du Burundi, qu'on a fait en sorte qu'on a réfléchi à ces différents paramètres pour que le projet soit viable. L'autre chose que je voudrais rajouter, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit dans une complète vision. Qu'on arrive notamment à former des cadres qui vont s'approprier de ce projet, notamment d'énergie renouvelable au niveau du pays, qu'on arrive aussi à avoir une perspective de développement économique, parce que l'énergie, quand même, il coûte cher, donc il faut le vendre, et que les populations devraient avoir des moyens pour acheter cette énergie, sinon ça devient des problèmes pour maintenir ces installations dans le long terme. Ça sera difficile pour un État, souvent avec des budgets qui sont très faibles. Autre chose que je voudrais rajouter notamment, c'est sur les constructions au niveau de l'Afrique. On a un besoin énorme en électricité, mais on n'a pas une vision de développement durable, de transition écologique ou bien de transition énergétique au niveau de nos constructions. En France, par exemple, la problématique est très bien étudiée, très bien documentée, où on montre que la responsabilité des bâtiments sur le réchauffement climatique, 25% des émissions de gaz à effet de serre, 50% de la consommation d'électricité. Alors qu'au niveau de l'Afrique, on construit des bâtiments, on n'intègre pas le paramètre, notamment consommation d'électricité au moment de la construction. Et c'est souvent des bâtiments qui consomment assez d'électricité. On a quand même un continent avec une luminosité extraordinaire, mais vous voyez les constructions, on a plutôt tendance à construire quelque chose qui est dur,
qui est peut-être jolie, mais avec une structure très dure, qu'une structure comme en Europe où on a des bâtiments avec vraiment un ensoleillement très bien éclairé à l'intérieur. On n'en profite pas assez. Clément Yao. Oui, moi, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il se pose la question du financement des grands projets comme celui de Djibouti. En même temps, je crois qu'aujourd'hui, les États doivent plutôt réfléchir à des projets communs. Le projet de grands ensembles, par exemple, voilà, 3 pays ou 4 pays peuvent se mettre ensemble pour mettre en place un projet au niveau énergétique pour que ça puisse profiter aux 4 pays, même au-delà. Alors, il prend le cas de la Côte d'Ivoire qui, aujourd'hui, vend de l'énergie au Ghana, au Burkina, aux pays voisins. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, les pays africains doivent penser à des projets d'ensemble. Ça ne sert à rien parce qu'on voit bien que tous ces pays sont confrontés à d'autres priorités, priorités au niveau de la santé, priorités au niveau de l'éducation. Donc, il est très difficile qu'on puisse investir autant d'argent dans l'énergie, donc le mieux serait que ces pays puissent se mettre ensemble pour mettre en place ce projet de grands ensemble. Mohamed Ly. Oui, juste une idée que j'aimerais corriger pour avoir vraiment travaillé, et c'est dans la volonté et c'est la cherté. Aujourd'hui, pour avoir le peu d'énergie que nous avons, à part qu'on a un déficit, c'est le pétrole. Donc c'est le cours du pétrole. On est indexé là-dessus. Ça coûte plus cher que les énergies renouvelables. Ça a été démontré dans les études. L'énergie fossile est beaucoup plus coûteuse, bien évidemment. Et ceux qui vendent les centrales font le tour de passe-passe extraordinaire. Ils déterminent jamais dans le coût des centrales le coût de démantèlement des centrales. Et donc, si tu intègres ces coûts-là dans une centrale à charbon, mais c'est clair, tu renonces à une centrale à charbon. En plus qu'aujourd'hui, toute la communauté internationale, quand même, aide les pays comme les nôtres, et même les pays développés, à aller effectivement... Alors, pardon, mais les promesses qui ont été formulées... Ce sont des simples promesses, ils n'ont jamais aidé ces pays vers la transition. Alors, effectivement, toutes les promesses qui ont été formulées lors de la COP21, les pays africains attendent toujours... Oui, mais la sortie notamment de Donald Trump, notamment du climat, la France n'a pas contribué, l'Europe n'a pas contribué. Je pense qu'il est nécessaire pour les pays africains de savoir que la transition, notamment énergétique, c'est bien, et les énergies renouvelables, c'est bien pour chaque pays. Donc on n'attend pas les autres pays, mais je pense qu'il faut un rapport de force pour que les pays africains arrivent à dire aux autres qui polluent, c'est de votre responsabilité quand même de contribuer par rapport à la réduction de l'impact environnemental. Alors ceci dit, néanmoins, vous avez raison, les projets se multiplient. Les projets se multiplient, les centrales sont... Et puis le fonds commun vert est en train d'être mis en place, il est financé en termes de dons et il va être redistribué. Et la deuxième chose sur laquelle, parce que bon, c'était une parenthèse pour parler de la cherté, au fait ça nous coûte plus cher, parce qu'après ça coûte aussi le pétrole qu'on achète, parce que c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est ce qu'il faut dire. Quand on parle d'électricité, c'est parce qu'on parle de pétrole et de fioul lourd. Il coûte plus cher et en termes d'achat, il coûte aussi plus cher en inconvénient, parce qu'en santé publique, on voit ce que ça donne et en effet sur la planète. Et la deuxième chose, c'est de dire il faudra revoir notre type de production d'énergie. Il faut que la notion de mixte énergétique, c'est-à-dire par rapport à ce soleil que nous avons, par rapport aux cours d'eau que nous avons, vous avez parlé effectivement de pays qui se mettent ensemble, mais je pense qu'en Afrique, on en a assez. Au Congo, nous avons un grand projet hydroélectrique qui va desservir pas mal de pays africains. En Afrique du Sud, dans l'Afrique australienne, l'Afrique du Sud, qui presque donne de l'énergie à tous les pays qui sont autour d'eux. Et d'ailleurs, ils sont dépendants de l'Afrique du Sud, ce qui fait l'Afrique du Sud très forte dans sa géopolitique. Et nous, en Afrique de l'Ouest, on peut parler du barrage de Diamant, du barrage de Manantali. Nous savons qu'entre le Mali et la Mauritanie et le Sénégal, mais des projets un peu qui ont été avortés parce qu'ils ont misé sur une pluviométrie que cette zone-là n'a pas eu depuis certaines années, donc un barrage à un niveau. Il y a un problème d'orientation. Oui, vraiment, et de stratégie. Mais tout ça, c'est pour dire qu'il y a toute cette volonté-là et il est extrêmement important en plus d'amener la lumière aux familles et les kits énergétiques par maison, c'est la structure de nos économies et c'est le prix de l'électricité qu'il faudrait challenger, faire de telle sorte que, avec des autres pays qui ont des excédents d'électricité, qu'ils puissent les vendre et que toute l'Afrique puisse en profiter. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous. Mohamed Ly, je rappelle que vous êtes président du think tank IPOD, Innovation politique et démocratique. Clément
Clément Yao, vous êtes président vous êtes journaliste, directeur du magazine L'Afrique aujourd'hui. Tierno Hamidou Baldé, vous êtes membre de la cellule de communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Merci à tous les trois d'avoir participé à ces différents débats de ce soir et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous dis à demain. Bonsoir.